Prêt. On y va, j'appuie et vous comptez jusque 5. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui, alors vous allez voir que j'apprends, qui va être très pratique. Et attendez, parce que j'ai un ordinateur qui me fait un bruit parasite. Je vais le couper. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui, alors vous voyez, voilà. Donc, il va être extrêmement pratique et qui, je l'espère, va vous aider un petit peu à situer à la fois l'endroit où nous sommes et les enjeux à court terme de la campagne de vaccination et d'autre part, de répondre à un certain nombre de questions puisque nous avons repris à partir d'un certain nombre d'événements où les médecins généralistes ont été intégrés, des questions qui ont été posées pour essayer d'y répondre. Alors, la procédure ici sera que en fin de webinaire, il y a une adresse qui va vous permettre d'ajouter des questions et nous nous efforcerons d'y répondre et de pouvoir au maximum vous informer en fonction de ce qui sont vos préoccupations du moment. Alors, je vais introduire ma petite présentation. Voilà. Voilà, je mets en grand écran. En principe, vous devriez me voir. Je suis accompagné pour ce webinaire par le docteur Botson qui travaille avec nous dans la cellule depuis déjà de longues semaines et qui a repris récemment la gestion du call center à travers lesquels il voit évidemment arriver les questions des citoyens et a activement participé à la préparation de ce webinaire. Alors, peut-être d'abord un mot très court pour vous situer où nous en sommes. Donc, c'est un tableau qui, je pense, commence à vous être tous très familier avec les 4 parties de la phase 1A de la vaccination qui sont maintenant en grande partie achevées, on va en dire quand même un mot, et la phase 1B qui est celle où nous sommes aujourd'hui. Donc, les maisons de repos et de soins sont entièrement vaccinées avec les 2 doses, ce qui a permis un effondrement des malades graves au sein des maisons de repos et une diminution tout à fait impressionnante des hospitalisations à partir des maisons de repos, ce qui ne veut pas dire, et hélas, vous l'entendez comme moi aujourd'hui, que les hôpitaux ne se remplissent pas avec la nouvelle croissance de la diffusion du virus auquel nous assistons pour le moment, mais ils ne viennent plus des maisons de repos, ils viennent des personnes en ambulatoire et on va y revenir. Les hôpitaux, tous les hôpitaux ont eu l'occasion de vacciner une première dose et les deuxièmes doses sont, je dirais, à mi-chemin. Ceux qui ont été vaccinés, puisque je vous rappelle, on a commencé les hôpitaux le 18 janvier, je dis bien, et donc les personnes qui ont été vaccinées dans les premières semaines ont déjà évidemment eu leur seconde dose. Et nous avions démarré vers le 22 février la vaccination de la première ligne d'aide et de soins
avec des résultats mitigés, qui sont probablement en partie dus au fait qu'une bonne partie des personnes très motivées à être vaccinées dans la première ligne d'aide et de soins l'étaient déjà à travers les maisons de repos ou à travers la vaccination des hôpitaux, puisque beaucoup de prestataires de soins ont au moins un orteil dans l'hôpital, ce qui leur permettait d'y être vaccinés, et qu'on ne s'est retrouvé en pleine tourmente AstraZeneca, qui a certainement joué un rôle freinateur sur cette première ligne de soins. Alors, il reste aujourd'hui, nous sommes tout à fait à la fin de la convocation pour une première dose de toute la première ligne d'aide et de soins. Et donc, nous avons démarré lundi passé, il y a juste une semaine, la phase qu'on appelle 1B, qui est au fond le basculement vers un autre paradigme de la campagne, qui est la vaccination de masse de la population générale, en commençant par les personnes les plus âgées, hors maison de repos, puisque les maisons de repos ont déjà été vaccinées, les patients à risque. Alors sur mon tableau, c'est encore 45 à 65 ans, mais vous savez que la task force a fait sauter cette limite d'âge, et on va y revenir parce que les médecins généralistes vont jouer un rôle important dans cet aspect des choses. Tous les patients qui rentrent dans les groupes à risque, on va y revenir plus en détail, peuvent être convoqués et vaccinés indépendamment de leur âge. Alors, indépendamment de leur âge, avec quand même une restriction, c'est qu'en ce qui concerne les mineurs, la situation est un petit peu plus délicate, puisque vous savez que pour le moment, nous n'avons pas d'essais cliniques sur les personnes de moins de 16 ans, 18 ans pour la plupart des vaccins, 16 ans pour Pfizer, mais il y a un essai clinique bien avancé pour les 12 à 18 ans qui devrait un moment ramener sur le devant de la scène la discussion concernant la vaccination des plus jeunes. Néanmoins, le Conseil supérieur a émis un avis de pouvoir considérer des mineurs qui seraient à tellement haut risque par rapport à la maladie que l'on considérerait qu'il faut les vacciner. Et enfin, ce qu'on avait appelé les fonctions essentielles, qui sont devenues les fonctions critiques, qui sont limitées, on va le voir, à une part symbolique, ce qui n'a pas manqué de créer beaucoup de remous, entre autres chez les enseignants, et vous l'avez encore entendu à la radio ce matin, que par la porte ou par la fenêtre, les enseignants veulent forcer la porte de la vaccination de manière accélérée. Et puis, et ça c'est une phase de la vaccination qui va suivre la phase dans laquelle nous sommes maintenant, et dont nous estimons, pour autant que les vaccins suivent, ce qui hélas aujourd'hui n'est pas toujours garanti, devrait démarrer dans le courant du mois de mai ou début juin, qui serait la vaccination de monsieur et madame tout le monde, puisque le but évidemment de la campagne actuelle, et c'est une campagne d'une ampleur sans précédent en Belgique, c'est évidemment de vacciner tout le monde, ou en tout cas toutes les personnes qui le souhaitent, puisque, vous le savez bien, la vaccination est volontaire et gratuite pour le citoyen. Volontaire, ça veut dire que toute personne qui est invitée à se faire vacciner peut décliner l'invitation sans conséquence pour lui-même, et gratuite parce que depuis les transports en commun pour amener les personnes au centre jusqu'à toutes les étapes de la vaccination, il n'y a pas de recours à la poche du citoyen, ni d'ailleurs de recours à la sécurité sociale en tant que telle. Et donc, une série de questions que nous avons, que vous avez probablement aussi, de citoyens qui disent
je n'ai pas une couverture INAMI, j'ai une assurance privée, je suis un fonctionnaire européen qui, etc. Tout ça n'a pas d'importance. Ce qui fait la sollicitation d'un citoyen au moment où son tour vient, c'est le fait d'être inscrit dans le registre national, c'est-à-dire d'être un résident en Belgique, que l'on soit de nationalité belge ou d'une autre nationalité européenne ou même extra-européenne. Si on est domicilié chez nous, au moment où son tour vient, le système va vous trouver et vous convoquer pour être vacciné. Alors, cette vaccination va se passer, ou se passe, il faut peut-être le dire au présent, puisque depuis la semaine passée, c'est le cas, dans des centres qui sont des centres de vaccination répartis sur l'ensemble du territoire. 9 centres majeurs dans lesquels il y a en général 10 lignes de vaccination parallèles ou 5 lignes pendant 15 heures, ce qui fait 10 lignes, l'équivalent de 10 lignes de vaccination sur la journée, et puis des centres de proximité qui ont en principe 2 lignes, parfois 3, exceptionnellement 4, qui ont un débit plus étroit, plus petit, mais qui permettent de compléter le maillage. Alors, ce sont les centres en bleu, les centres majeurs étant en rouge, et qui sont évidemment ces centres majeurs, vous les voyez sur la dorsale wallonne, c'est-à-dire la zone de la Wallonie où la densité de population est la plus élevée. Et puis s'ajoutent des centres itinérants, ou plutôt des antennes, comme on les appelle maintenant, qui sont en vert, et qui sont au fond des centres de proximité, mais qui seront ouverts de manière intermittente. Donc pour le citoyen, ça ne se verra pas. Ce qu'il verra, c'est que les plages de rendez-vous où il peut se loguer vont avoir certaines semaines qui sont fermées parce que le centre ne sera pas ouvert tout le temps. Notre souci étant évidemment d'avoir les ressources pour staffer les centres et entre autres les ressources médicales. Les cercles de médecine générale jouent un rôle central dans l'organisation médicale de ces centres et il faut saluer leur travail parce que vous savez que vous avez déjà beaucoup donné depuis le début de cette crise, entre autres en dehors des soins pour gérer les centres de testing. Mais ici, les cercles de médecine générale ont répondu présent et on leur est très reconnaissant parce que nous sommes évidemment convaincus que la sortie de crise, la voie de la sortie de crise, c'est la vaccination. Et ce qui se passe dans les pays autour de nous qui sont en avance sur la vaccination par rapport à l'Europe nous montre que cet espoir n'est pas une chimère, mais un espoir tout à fait logique et raisonnable. On peut dire même d'une certaine façon que ce que nous observons aujourd'hui dans les maisons de repos est la concrétisation en Belgique de cet espoir dans un microcosme qui est le périmètre des maisons de repos. Le taux de vaccination est très élevé puisque à peu près 90% des résidents ont été vaccinés et 70% du personnel. Et on voit de manière assez impressionnante le bénéfice que représente cette vaccination par rapport à la pandémie. Alors, les centres itinérants vont commencer à être ouverts la semaine prochaine et chaque semaine, ce seront 4 centres différents. Et après 3 semaines, les 4 premiers centres seront réouverts pour une nouvelle fenêtre de vaccination pour les citoyens et ainsi de suite. Et donc, ça nous permet de soulager les besoins en personnel dans des endroits où la densité de population est plus faible ou dans des endroits où il complète un maillage, le sud de Charleroi par exemple, il complète un maillage qui est déjà bien offert par le centre majeur du CEME à Charleroi par exemple. Alors,
les prestataires de soins en général et vous en particulier souhaitez avoir pour vos patients un certain nombre de documents, d'accès à des brochures, de réponses à des questions. Et donc sur cette slide, je vous mets d'une part le site de la VIC où vous pouvez directement et librement télécharger un certain nombre de documents, de brochures et avoir accès à des frequently asked questions auxquelles nous répondons régulièrement et qui comprend aussi des guides pour bien encoder les vaccinations dans VaccinNet et prendre des rendez-vous dans DocClair. On va en dire un mot tout de suite. Je me permets d'insister énormément sur l'encodage de la vaccination. Donc, nous avons constaté un certain nombre de manques d'encodage dans VaccinNet de personnes qui ont été vaccinées en phase 1A, et c'est une situation extrêmement handicapante. D'abord pour le citoyen qui ne retrouve donc pas sa vaccination, puisque vous savez qu'à travers le logiciel VaccinNet dans lequel toutes les vaccinations doivent être encodées, le citoyen a accès à travers masanté.be à son statut vaccinal. Donc, il peut retrouver sa vaccination, la date de sa vaccination, son vaccin, etc. La deuxième chose, c'est qu'à partir de l'enregistrement dans VaccinNet, on a un système qui permet, lorsque nous réinvitons des citoyens, à ne pas réinviter un citoyen déjà vacciné. Donc, on va parler de DocClair tout de suite, qui est le système qui convoque, à partir duquel on convoque les citoyens. Mais avant de lancer une invitation à un citoyen, le système consulte VaccinNet. Et si le citoyen a déjà été vacciné, il ne le reconvoque pas. Et donc, nous avons assisté ces dernières semaines, ces derniers jours, à des personnes reconvoquées et qui nous appelaient en disant « Mais pourquoi est-ce que je suis reconvoqué? J'ai déjà été vacciné. » Et en fait, vérification faite, leur vaccination n'est pas encodée. Et donc, ça, c'est très, très handicapant. Et aussi, évidemment, ça nous empêche de mesurer exactement l'avancement de la campagne de vaccination en région wallonne. Donc, si vous êtes à un moment ou un autre, et j'espère que vous le serez parce qu'on compte aussi sur vous, vous êtes des vaccinateurs, la responsabilité, d'ailleurs juridiquement, sur les épaules du vaccinateur, ça fait partie de ses obligations d'enregistrer cette vaccination dans VaccinNet, mais la légitimité d'insister pour que cette vaccination soit encodée n'est pas l'obligation légale, mais bien l'utilisation très nécessaire de cet encodage pour à la fois la suite de la campagne de vaccination et pour la vérification par le citoyen de son statut. Alors, par ailleurs, il y a du matériel de communication que vous pourriez utiliser dans votre salle d'attente, qui sont utilisés dans les centres de vaccination avec des documents d'information et des encouragements à la vaccination et qu'on a appelé le kit signalétique qui est accessible à l'adresse suivante et qui est aussi téléchargeable en mode libre. Alors, je rappelle en deux mots les priorités actuelles, c'est donc bien les personnes de 65 ans et plus, les personnes porteuses de comorbidité et les personnels des pompiers ambulanciers, policiers d'intervention et militaires en opération, auxquels sont aussi légitimes d'ajouter les personnes des phases 1A qui auraient échappé à la vaccination pour des raisons ou d'autres, et enfin le personnel des centres de vaccination, ainsi que les personnes qui transportent les citoyens dans des cadres d'initiatives organisées, les taxis sociaux des communes par exemple, où on peut
accueillir ces personnes dans les centres de vaccination pour les protéger, puisqu'ils vont être en contact avec un très grand nombre de citoyens au cours des mois à venir. Évidemment, tout citoyen qui a reçu une première dose, qu'elle ait été donnée légitimement ou non, vous savez qu'il y a eu, et c'est inévitable, je pense, dans toutes les campagnes de masse comme celle-ci, des personnes qui ont eu une vaccination de manière anticipée par rapport à leur tour, pour des raisons légitimes ou non légitimes, peu importe, il faut leur compléter évidemment leur vaccination. Et alors, en fin de journée dans les centres, lorsqu'il reste des doses, il y a une procédure qui est mise en place de façon à ce que le centre puisse appeler des citoyens pour ne pas jeter des doses. La priorité, évidemment, la chose la plus absurde serait, pour des raisons de respect trop rigide des priorités, de jeter des doses de vaccin. Néanmoins, ça doit rester marginal. On encourage les centres à calculer au mieux et au plus juste le nombre de doses qu'ils décongèlent de façon à ne pas se retrouver avec des quantités de vaccins en fin de journée. Mais nous avons l'expérience de l'étranger qui est que c'est une méthode qui fonctionne bien. Ce qui est important, c'est que ce soit sur appel du centre. Et donc, si on peut vous faire passer déjà un message pour tous les citoyens, c'est qu'il ne faut pas se rendre dans un centre de vaccination lorsqu'on n'est pas convoqué ou appelé. Ça ne sert à rien, vous ne serez pas vacciné. Nous avons des problèmes avec un nombre de citoyens parfois importants qui s'agglutinent à l'entrée des centres de vaccination en espérant pouvoir récupérer une dose. D'une part, c'est dangereux. Ensuite, ça crée potentiellement des clusters de contamination et ça court-circuite évidemment toutes les règles de priorité. Donc, les centres ont instruction de ne pas fonctionner de cette manière-là, même en fin de journée. Pardon. Alors évidemment, tout le monde sera tout le monde sera appelé un jour à être vacciné, hein, c'est ce que je vous ai montré avec la phase 2, mais il est important évidemment de respecter l'ordre de priorité pour toute une série de, d'abord un principe éthique de justice, tout simple, puisque bien entendu les priorités n'ont pas été définies au hasard, mais bien en fonction de principes d'équité par rapport aux risques que les uns et les autres courent. Ensuite, parce que c'est une décision de l'État, de nos autorités publiques. Enfin, parce qu'elle est conforme à la santé publique, puisqu'elle donne la priorité aux personnes qui ont le plus de risques de se retrouver dans un lit de soins intensifs ou de mourir d'un Covid sévère. Et ça permet aussi d'avoir une certaine sérénité entre les citoyens. On voit déjà autour de nous des gens qui s'irritent en disant « mais telle personne a été vaccinée alors que elle est plus jeune que moi. Alors, elle a peut-être été vaccinée parce qu'elle appartient à la première ligne de soins, parce qu'elle a une comorbidité qu'elle n'a pas à justifier vis-à-vis de tiers, ou parce qu'effectivement, elle a bénéficié d'une dose en fin de journée, mais on voit bien que c'est important de respecter l'ordre. Donc, les comorbidités spécifiques, je les ai reprises ici, c'est essentiellement évidemment les facteurs métaboliques et cardiovasculaires qui sont les grands groupes de patients à haut risque de faire une Covid sévère, l'obésité, diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire et pulmonaire, rénale et hépatique chronique, malignité hématologique et cancer solide récent sont vos patients qui devraient passer en priorité. On va tout de suite voir comment leur mobilisation et leur insertion dans la liste des personnes convoquées va se faire. Je rappelle ici les autres points du 1B, les 65 et plus, les fonctions critiques, avant de passer en phase 2. Voilà. Alors, comment ça se passe? Nous
nous ouvrons des rendez-vous dans les centres en fonction des vaccins disponibles. C'est aujourd'hui pour nous la grande frustration, c'est que le nombre de vaccins disponibles est très inférieur à la capacité de vaccination que nous avons ouverte. Mais normalement, le mois d'avril devrait marquer une croissance continue du nombre de doses livrées par semaine et dès le mois de mai, les quantités devraient devenir très importantes et culminer en juin-juillet. Donc, nous avons ouvert une structure dont le volume de travail va croître en fonction de l'arrivée des vaccins et de la possibilité progressivement de vacciner de plus en plus de gens. Donc, pour vous donner une idée, la semaine passée, nous avons vacciné un tout petit peu dans les centres, un tout petit peu moins de 100 000 citoyens, 97 000. À côté de ça, on a encore vacciné dans les hôpitaux, etc., mais ce n'est pas ça qui nous occupe. Ce qui est la moitié de la capacité de nos centres, de nos 40 centres de vaccination fixes. La capacité est de 200 000 vaccinations par semaine, ce qui nous permettra, si les vaccins arrive effectivement en quantité suffisante à boucler la campagne de vaccination pour la fin de l'été, puisque en région wallonne, nous avons aujourd'hui 2,5 millions de citoyens vaccinés, puisque les adultes, c'est 2 800 000, dont à peu près 300 000 ont été vaccinés dans la phase 1A. De ces 2 500 000, nous espérons en convaincre, et je dois dire qu'on compte en partie sur vous pour ça, parce que toutes les études montrent que c'est le médecin généraliste qui est le premier conseiller de la population pour dire est-ce que je dois aller me faire vacciner, docteur. De ces 2,5 millions, nous espérons 2,2 millions de citoyens qui viennent se faire vacciner au total, c'est-à-dire entre 70 et 80% de la population wallonne. Et ces 2,2 millions, ça représente donc en gros, si vous voulez, 3,5 millions vaccinations à faire, puisque tous les vaccins, sauf celui de Janssen Pharmaceutica, nécessitent 2 doses. Donc 2,2 millions, ça ferait 4,4 millions piqûres à faire si tout le monde avait un vaccin à 2 doses. Néanmoins, la Belgique a acheté un bon paquet de vaccins de Janssen Pharmaceutica, Johnson & Johnson, 5 millions de doses, donc on estime que de ces 5 millions, la Wallonie en recevra un tiers, c'est-à-dire, je compte 1,6 million, 1,7 million. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 1,5 million de vaccinations en moins, donc on est plutôt à 3 millions de piqûres à faire. Et donc le système, une fois qu'on a des doses de vaccins, on ouvre des slots de rendez-vous dans les centres en fonction de ces vaccins disponibles et on lance des invitations qui sont toujours envoyées par courrier papier et complétées lorsque la base de données du registre national contient une adresse électronique ou un SMS, un message digital qui vient doubler le courrier papier. Et le citoyen reçoit donc cette offre et dans cette offre, il a un numéro de vaccination, un code de vaccination en 16 lettres et chiffres qui est le code unique qui lui est attribué pour toute la campagne et qui est unique pour toute la Belgique et qui lui est attaché définitivement. Et c'est en contrôlant ce code que le système vérifie dans VaccinNet si vous avez déjà été vacciné ou non. Ce code, le citoyen doit alors, excusez-moi, je vois qu'il y a voilà, en suivant un lien qui se trouve sur son invitation, il arrive sur le système de réservation des rendez-vous et il clique sur plateforme de gestion de rendez-vous et il se retrouve sur un écran où on lui propose, et ça c'est depuis le week-end passé, puisque dans la période précédente, le système ne permettait pas aux citoyens de choisir un centre. Aujourd'hui, il le peut, et en fonction de son code postal, il reçoit 3 ou 4 ou parfois même 5 offres
de centres qui sont à distance raisonnable de son domicile, de son code postal. Et il clique sur le centre qu'il souhaite, sur lequel il souhaite se vacciner. On lui demande alors de rentrer une adresse email s'il en a. S'il n'en a pas, il peut rentrer une adresse email générique, un téléphone et un nom, prénom de médecin généraliste s'il le souhaite. Ce n'est pas une obligation, mais ça vous permettra, vous, médecin, de cette personne qui n'est pas un patient dans le cadre de la campagne de vaccination, mais qui est un patient pour vous, de recevoir un message comme quoi votre patient a pris rendez-vous pour se vacciner. Alors, on lui demande de vérifier les quelques contre-indications très simples, allergie très grave ou allergie immédiate lors d'un précédent vaccin ou dans une situation médicale. Alors, il ne s'agit pas d'une petite allergie alimentaire, mais bien d'allergies sévères, d'antécédents d'œdème de Coing, par exemple, des choses comme cela, pour lesquelles alors il faut qu'il y ait une discussion avec vous, et la plupart du temps, une référence dans un centre d'allergologie qui teste alors les composants du vaccin de façon à voir s'il y a une allergie, un risque allergique existant, et de faire la vaccination dans un environnement hospitalier. On ne vaccine pas, et c'est pour la COVID-19 comme pour les autres vaccins, quelqu'un qui a une maladie aiguë, une infection aiguë, qui a plus de 38 de température au moment où il doit être vacciné, et on propose de reporter à 2 semaines, c'est le troisième point, les personnes qui ont une positivité pour le Covid récente. Alors, à la fois, c'est parce que l'on a tendance à ne pas vacciner au moment où les gens sont malades ou risquent d'être symptomatiques, de façon à ne pas attribuer à la vaccination des effets qui sont en fait les effets de la maladie, mais c'est aussi évidemment pour respecter l'isolement et ne pas venir dans un centre de vaccination contaminer les autres. Et donc, dans ce cas-là, on demande évidemment de reporter la vaccination. Deux autres points qui sont importants, attirer l'attention lorsque quelqu'un est enceinte, d'avoir une discussion, mais je pense que même si on ne le disait pas, les femmes enceintes sont la plupart du temps extrêmement prudentes et donc vont poser des questions. Il n'est plus considéré aujourd'hui qu'il y a une contre-indication à vacciner une femme enceinte, mais bien de mesurer avec elle la balance crise-bénéfice. Si elle travaille dans un environnement où il y a du Covid, elle a intérêt certainement à être vaccinée. Il y a quand même déjà plusieurs rapports qui soulignent le plus grand risque de faire une Covid sévère lorsque on est enceinte, ce qu'on connaît évidemment, vous le savez aussi comme moi, dans d'autres maladies, y compris dans la grippe. Alors, vous voyez qu'en dessous, il y a un clic « Je ne souhaite pas être vacciné ». Alors, on va y revenir, je vous attire l'attention là-dessus. La vaccination est volontaire, donc tout citoyen peut décider qu'il ne souhaite pas être vacciné. Il clique sur ce signal, sur ce lien-là, s'il ne veut plus être convoqué. Donc là, on respectera évidemment son souhait qui est de dire « moi, je ne veux rien entendre parler de cette histoire, ça ne m'intéresse pas, ne me dérangez plus ». Et donc, les personnes qui hésitent, les personnes où les rendez-vous ne leur conviennent pas et qui veulent retrouver une autre position dans la campagne de vaccination ne doivent surtout pas cliquer là-dessus, parce qu'une fois qu'ils ont cliqué là-dessus, ils se sont eux-mêmes exclus du système. Alors, pour vos patients, vous aurez la possibilité, à partir du mois d'avril, vous allez avoir un pouvoir de réactiver
des invitations qui auraient été inactivées par inadvertance, mais il faut évidemment insister lorsque vous en parlez avec des personnes qui vous demandent votre avis, bien décidé à vouloir sortir du système. Alors, en dessous, soit vous dites « je suis déjà vacciné », normalement ce ne devrait jamais être nécessaire, mais comme je vous l'ai dit, il y a des défauts d'encodage. Et sinon, le citoyen qui veut être vacciné, il clique ici sur les informations. Oui, j'ai pris note des informations et je vous souhaite être vacciné. Et puis, il clique choisir un rendez-vous. Donc, il passe sur le oui et puis il clique sur un rendez-vous. Et dans le centre, puisqu'il est là dans un centre, hein, vous vous rappelez qu'il a choisi un des 3 centres, il arrive sur le carnet de rendez-vous et il lui suffit alors de choisir une date et de cliquer sur un des rendez-vous qui l'intéresse et le système va le loguer et son rendez-vous est pris. Et le système va immédiatement lui proposer les dates cohérentes pour sa deuxième vaccination et où il fait exactement la même manœuvre. Et quand ça c'est fait, il sort simplement du système. Et s'il a donné une adresse électronique, il reçoit une confirmation de ses rendez-vous. S'il n'a pas rentré d'adresse électronique ou de SMS, il doit avoir noté ses rendez-vous et il vient simplement au jour de son premier rendez-vous avec sa lettre de convocation sur laquelle se trouve son numéro code et avec ce numéro code, le centre retrouve tout de suite sans difficulté sa fiche et peut le vacciner et l'encoder dans VaccinNet. Il est essentiel qu'il vienne avec sa carte d'identité. On vérifie évidemment que la personne qui vient se faire vacciner est bien la personne pour laquelle on a un rendez-vous. Voilà en bref ce que je voulais vous donner comme info. Et alors, je vais passer relativement vite parce qu'on a déjà 40 minutes et donc je voudrais bien qu'on puisse arriver au bout des questions que vous aviez posées. Je passe ici en revue toute une série de questions. La première, est-ce que vous pourrez consulter ce webinaire? Oui, il sera en ligne sur le site de la VIC. C'est chaque fois le cas. Et donc, vous aurez l'occasion, ou vos collègues auront l'occasion de le revoir. Alors, donc, comme vous le savez, les patients porteurs de comorbidité, la Task Force fédérale, après de longues palabres et débats autour, entre autres, du secret médical et du RGPD, de la protection de la vie privée, a mis en route un système qui va injecter dans les priorités les patients de comorbidité recueillis de 2 façons. D'une façon centralisée à partir de la banque Carrefour de la Sécurité sociale, en se basant sur les prescriptions de médicaments, des hypertendus, des diabétiques, etc. Et d'autre part, en faisant une query automatique dans votre dossier médical informatisé pour en extraire des patients que vous avez tagués comme porteurs des maladies qui justifient une priorité dans la liste. Pour cela, vous avez régulièrement, et vous aurez normalement le 30 mars, une mise à jour de votre système qui va vous être demandée. Il faut que vous fassiez la mise à jour. Si vous ne faites pas la mise à jour, ben, le système ne pourra pas inviter vos patients automatiquement. En outre, vous pourrez manuellement, avec une procédure que le système vous informera, taguer, flaguer un patient qui ne serait pas dans ces conditions-là, mais que vous estimeriez devoir être prioritaire, vous pourrez individuellement le flaguer dans le système et il va
à ce moment-là, monter dans la liste des priorités, être convoqué avec les autres patients présentant des facteurs de comorbidité qui justifient qu'ils soient vaccinés dans le 1B. Et comme je vous l'ai dit, vous pourrez réactiver un code d'un de vos patients qui, après en avoir discuté avec vous, aurait changé d'avis et serait d'accord de se faire vacciner. Alors, pourrez-vous vacciner dans votre cabinet? Pour le moment, non. Donc, cette discussion a été de multiples fois ramenée au niveau de la task force. Donc là, je souligne quand même que ce n'est pas une décision, une compétence de la région wallonne, mais bien une décision au niveau de l'interfédéral pour toute la Belgique. Très honnêtement, nous avons des limitations qui sont la capacité de livrer des vaccins, puisque c'est des vaccins multidoses et qu'il y a 3000 cabinets de médecine générale en région wallonne. Mais nous sommes extrêmement attentifs à la possibilité de vous faire participer à la campagne de vaccination parce que nous croyons que c'est une façon de démultiplier notre capacité de vacciner à partir du moment où on aura des vaccins. Et entre autres, nous avons obtenu, et on s'est beaucoup battu du côté de la région wallonne au niveau de l'interfédéral pour ça, pour que pour les patients incapables de se déplacer, vous puissiez les vacciner chez eux à partir de doses que le centre de vaccination le plus proche vous préparera. Et cette procédure est en train d'être opérationnalisée. Et je sais qu'il y a déjà 1 ou 2 centres très militants qui l'ont démarré. En principe, ça démarre au mois d'avril, de façon à pouvoir vacciner à domicile des personnes incapables de se déplacer. On insiste évidemment pour que ce soit strictement dans ce cas-là. Nous n'arriverons pas à vacciner les 2,5 millions de citoyens wallons s'il faut se déplacer au domicile de chacun d'entre eux. Donc, il faut que ça reste vraiment des situations dans lesquelles on ne peut pas faire autrement. Il y a toute une série de procédures qui sont mises en place pour aider les gens à se déplacer quand ils ont des difficultés, dont les taxis sociaux, dont la gratuité des transports en commun, dont les moyens de mobilité des mutuelles pour leurs patients chroniques, dont des groupes de volontaires qui sont organisés par les communes, puisque les communes ont une assurance ETIAS qui leur permet éventuellement de couvrir des bénévoles qui iraient chercher des personnes à domicile. Lorsqu'une personne est testée positive après avoir reçu une première dose, faut-il postposer la deuxième dose? Si la personne est asymptomatique, la recommandation reste de garder 14 jours après la positivité et donc éventuellement de retarder un peu la deuxième dose de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, si évidemment le vaccin qui a été administré Johnson & Johnson, il n'y a pas de deuxième dose. Oui, voilà. Alors, je vous ai dit déjà que vous pourrez voir ou revoir ce webinaire à votre aise. Vous pouvez aussi poser des questions sur l'adresse avis de première ligne, qui est une adresse email qui vous est réservée et à partir desquelles notre équipe de communication reprend les questions et soit fait une réponse dans un webinaire suivant, soit surtout la mettre dans les frequently asked questions pour que les réponses soient bien disponibles à tout le monde. Et ok, donc là, je pense que j'ai répondu sur les cabinets médicaux. Le rêve est que nous ayons des doses individuelles de vaccins que vous puissiez prescrire à vos patients et faire dans votre cabinet à partir d'une livraison en pharmacie.
mais très honnêtement, on n'espère pas aucune firme devant les milliards de doses qui sont demandées par la planète entière n'envisage de produire des doses individuelles cette année-ci. Mais je pense que dès l'année prochaine, on aura, comme pour la plupart des vaccins, la possibilité de le prescrire en pharmacie et donc pour vous de choisir avec votre patient le vaccin que vous estimez le plus adapté à sa situation. Est-ce qu'il faut postposer la vaccination chez les personnes qui sont vaccinées après un Covid? Ça reste un pot à encre. Ce qui est clair, et je pense que ça doit être clair pour vous et pour vos patients, c'est que ce ne comporte pas de risque. Il y avait un bon paquet de personnes ayant déjà fait le Covid dans les essais cliniques de phase 3 des firmes. On ne voit aucune différence dans les effets secondaires et dans la protection chez les personnes qui avaient des anticorps Covid avant d'être vaccinées. Je sais que le bruit circule que les effets secondaires seraient plus forts. Ça n'est pas corroboré par un essai clinique en double aveugle. Et la discussion qui reste sur le tapis, qui je pense est une discussion tout à fait légitime, c'est de dire, étant donné qu'on veut vacciner plus de personnes, est-ce qu'on ne ferait pas l'économie de cette deuxième dose dans un premier temps pour vacciner plus de gens? Mais là, ni au niveau de l'Europe, ni au niveau de la task force belge, cette décision n'a été prise, mais c'est un sujet de discussion, je le sais, régulier au niveau des instances de gestion de la pandémie par la COVID-18. Si je me présente comme piqueur ou comme participant dans un centre de vaccination, est-ce que je suis couvert? Alors, ETIAS a offert deux assurances dans les centres, une assurance responsabilité civile pour l'ensemble des activités du centre et une RC professionnelle pour les praticiens, médecins, infirmiers, pharmaciens. Et donc, c'est le centre qui recrute son personnel, ce n'est pas la région wallonne. Chaque centre recrute son personnel en fonction de ses besoins, en fonction de ses priorités par rapport aux personnes qu'il peut recruter. Et donc, c'est lui qui précise à l'assurance les personnes qui sont couvertes dans son centre. Alors, il y a une question un peu particulière que je ne suis pas sûr d'avoir bien comprise, mais comme elle était là, je l'ai prise. C'est un médecin qui a posé la question. Je reçois ma deuxième dose de vaccin le 6 avril. Quand puis-je commencer à travailler? Alors, il y a deux interprétations possibles à cette question. Soit, je pense que je pourrais être infectieux pour les autres après une dose de vaccin et donc je pense que je dois me garder un moment à l'abri. La réponse est évidemment non. Il n'y a pas de vaccin vivant dans aucune des formes de vaccination contre la COVID-19 et il n'y a donc pas de risque d'être contagieux après le vaccin. La deuxième interprétation, c'est je veux travailler dans un centre de vaccination. Je pense que c'était plutôt celle-là. Et donc, est-ce que je peux commencer à travailler le lendemain? Oui. La protection que l'on propose aux personnes qui se proposent pour travailler dans les centres de vaccination est une proposition de protection sur le long terme. Vous savez que la protection démarre 14 jours pour les vaccins à RNA messager après la première dose et après 21 jours pour AstraZeneca. Cette protection est extrêmement efficace. Je vous rappelle l'étude écossaise, 1 demi-million de personnes vaccinées avec AstraZeneca, 90% de protection contre l'hospitalisation à partir d'une dose 21 jours après la première injection.
600 000 citoyens vaccinés avec Pfizer, protection à partir de 14 jours après la première dose, et avec une seule dose, 85% de protection contre l'hospitalisation et la Covid grave. C'est une population d'1,1 million personnes, c'est quand même largement du variant anglais puisque c'est une étude écossaise, et donc ça montre que dès une dose, à condition de respecter le délai, la protection est extrêmement intéressante, et évidemment la deuxième dose la complète. Comment enregistrer les patients avec comorbidité que vous voulez faire vacciner? Mais je vous ai expliqué que vous aurez une procédure qui va vous arriver début avril, qui vous permet de flaguer votre patient et de le faire monter dans la file dans les personnes prioritaires au niveau des convocations. Alors, je n'ai pas de notion de lot Pfizer défectueux, mais évidemment, s'il y en avait un qui serait déterminé, défini et qui aurait été utilisé, les personnes seraient recontactées puisque vous avez dans l'enregistrement VaccinNet une case dans laquelle vous devez enregistrer le lot du vaccin. Et donc, c'est à travers VaccinNet, et c'est une des raisons supplémentaires pour utiliser VaccinNet, que vous pouvez avoir une traçabilité du vaccin et donc retrouver des personnes qui ont été vaccinées avec un vaccin ou un autre. Alors, j'ai ici 3 questions qu'on me glisse, qui sont probablement des questions qui étaient dans le chat. On répondra à toutes les questions dans la suite du webinaire, mais mutation de Leiden du facteur 5 est-elle une contre-indication à la vaccination? Non. En tout cas, certainement pas jusqu'aujourd'hui. Les plus de 80 ans n'ont pas encore été convoqués, oui. Donc nous sommes à peu près aux 80, on est aux personnes nées en 1940, mais par région, l'avancée de la vaccination n'est pas tout à fait au même niveau. Et donc il y a des régions où on est encore au 82, 83 et d'autres où on est déjà au 79. Je pense que la raison la plus fréquente pour laquelle une personne qui aurait dû être convoquée ne l'a pas encore été est le retard de la poste chez les personnes âgées qui souvent n'ont pas d'adresse électronique. Et là, j'ai une pensée émue pour la province de Liège, puisque vous savez que par malchance, on a une grève de la poste au moment où on a démarré la vaccination, et donc il y a un nombre important de courriers que nous avons envoyés qui sont restés bloqués qui sont maintenant en cours de traitement, mais avec évidemment du retard. Ça veut dire qu'un certain nombre de personnes auront peut-être un code périmé. En principe, ça ne devrait pas être le cas parce que le code est valable pendant 20 ou 30 jours. Mais si c'était le cas, le call center peut alors leur bloquer un slot de rendez-vous et le numéro de téléphone du call center se trouve sur les convocations que chacun reçoit. On annonce Johnson & Johnson pour la deuxième, juste après le 15 avril. Alors, je ne sais pas à quel moment la distribution va nous atteindre, mais donc ce sera autour de ces dates-là. J'ai expliqué la vaccination au cabinet. Alors, est-ce que les pharmaciens peuvent aider et les pharmaciens retraités? Absolument, tout le monde peut aider. Le plus simple quand on est professionnel de santé, c'est de contacter le cercle de médecine qui gère le centre près de chez vous. Mais il y a aussi moyen de passer par le site de la VIC où on peut se signaler comme professionnel volontaire. Même chose pour les autres métiers
de la santé, essentiellement les infirmiers et les pharmaciens qui sont les plus mobilisés dans les centres, mais les dentistes peuvent faire des piqûres et il y a des étudiants de ces métiers qui sont légitimement dans les centres. Alors, donc nous ouvrons ce problème qui est un problème qui était lié à l'ancien système d'Auclair, se résout maintenant. Nous sommes en train d'ouvrir les plages de rendez-vous pour les centres itinérants et donc les personnes pourront prendre rendez-vous. Alors j'attire quand même votre attention sur le loin de chez eux, hein, parce que on a parfois l'impression qu'on est prêt à faire des distances importantes pour aller chez Ikea, mais pas pour se faire vacciner. Je caricature, mais enfin, il faut peut-être quand même raison garder. Rien n'est loin en Belgique. On peut traverser tout le pays en une journée. Donc, les centres de proximité et les centres itinérants qui sont donc ouverts maintenant vont offrir des places de proximité de plus en plus grandes, mais pour les centres intermittents, ce seront peu de places. Ce sera quand même une semaine toutes les 3 semaines, et donc tout le monde ne pourra pas aller au centre de proximité. Donc nous avons limité le nombre de communes qui ont accès au centre, aux antennes, aux centres itinérants, pour éviter évidemment des déceptions. Alors, est-ce qu'on peut reporter son inscription pour une raison ou une autre? Oui, on peut. Comme je vous l'ai dit, surtout ne pas cliquer « Je ne souhaite pas me faire vacciner » si c'est simplement un report. Et vous pourrez réactiver les codes de vos patients, mais le call center pourra aussi les récupérer pour leur donner un rendez-vous. On a répondu à cette question, c'est la vaccination à domicile qui est en train de s'organiser dans les centres qui ont été ouverts la semaine passée. Personnellement, je trouve que la logique est d'attendre pour lancer cette vaccination à grande échelle, de disposer du vaccin en une dose. Ce serait quand même beaucoup plus logique que les personnes que l'on doit vacciner chez eux soient vaccinées avec une seule dose, qu'on ne doive pas dédoubler l'effort et retourner 2 fois. Mais dans la mesure où vous serez à première loge, vous avez évidemment votre regard critique par rapport à ça et par rapport à ce que vous estimez l'urgence de vacciner quelqu'un. Les doses seront à organiser avec le centre de vaccination le plus proche, enfin celui avec lequel vous prendrez contact, et de cette façon-là, le centre prévoira les doses et c'est vous qui devrez compléter le vaccin net, puisque c'est vous qui faites la vaccination et qui êtes donc responsable de cette vaccination. Voilà, donc ça j'ai déjà répondu, c'est maintenant le cas. Tous les citoyens, donc nous avons réinjecté dans le système tous les citoyens qui ont été convoqués la semaine passée dans l'ancien système et qui n'ont pas pris rendez-vous, qui ne se sont pas vaccinés. Donc s'ils retournent maintenant avec leur code sur le site, ils se verront offrir plusieurs centres de vaccination de leur choix. Les listes de patients prioritaires, j'ai répondu. Une convocation maximisée par les procédures automatiques que je vous ai expliquées, la capacité pour la médecine générale d'injecter un patient lambda
qui serait prioritaire, et ça c'est votre responsabilité médicale évidemment, de vous assurer que c'est bien légitime dans le système, et le type de vaccin, pour le moment, est une question qui n'est plus d'actualité puisque tous les vaccins sont reconnus sûrs et fiables pour toutes les tranches d'âge. Alors, vous savez qu'il y a aujourd'hui des discussions autour peut-être de patients avec des caractéristiques génétiques tout à fait particulières par rapport aux thromboses d'AstraZeneca. L'avenir nous dira s'il y a là une raison d'orienter un vaccin particulier, mais l'étude n'est pas simple puisque vous savez que le nombre de cas est extrêmement limité par rapport aux dizaines de millions de vaccinations qui sont rapportées dans les bases de données pour AstraZeneca. Le rendez-vous de la deuxième dose est donné par le système lorsque la première dose le rendez-vous de la première dose est encodé. Si quelqu'un est au centre de vaccination avec un rendez-vous pour lequel la deuxième dose n'a pas été prévue, le centre de vaccination lui donne son rendez-vous pour la deuxième dose avant qu'il ne quitte le centre de vaccination. Je n'ai pas rappelé qu'après la vaccination, le citoyen a 15 minutes de repos à respecter dans le centre, puisque vous savez que les risques d'allergie, qui sont rares mais pas inexistants, actuellement on estime que c'est 1 pour 250 000, que ce risque-là s'exprime dans la majorité des cas dans les 15 minutes, et on porte cette période de surveillance à 30 minutes si la personne a une allergie connue qui justifierait une prolongation de son observation. Alors ça, c'est juste pour vous dire que sur le site de Sciences Anno, vous pouvez voir l'avancée de la vaccination dans les différentes régions, mais aussi, je ne l'ai pas imprimé ici, mais il y a un troisième écran sur lequel vous pouvez voir les taux de vaccination par âge. Donc, et là, ça vous permet un peu d'avoir une idée de où se trouve le curseur de la campagne de vaccination, et donc de rassurer éventuellement vos patients qu'il est normal qu'ils n'aient pas encore été vaccinés. Alors, avant de clôturer, je voulais juste souligner que ce webinaire fait l'objet d'une demande d'accréditation. Et donc, si vous voulez bien, à l'adresse que je vous ai donnée tantôt pour poser vos questions, vous pouvez aussi, je vais remonter pour que ceux qui ne l'ont pas noté puissent le faire, vous puissiez aussi envoyer vos noms, prénoms, numéro d'INAMI pour que l'on puisse vous enregistrer comme ayant droit au point d'accréditation. Donc ça, il faut faire maintenant, évidemment. Si vous envoyez un mail la semaine prochaine, personne ne vous croira. Voilà, je vais quitter la présentation. J'y suis. J'ouvre le volet. Alors, écoutez, nous sommes déjà, on a dépassé l'heure de vidéo, donc je vous propose de ne pas passer trop de temps encore, parce que je sais que votre temps est précieux, et de répondre aux questions par l'intermédiaire du Frequently Asked Questions. Vous savez qu'on reprend toutes les questions. Je vais en passer quelques-unes en revue. Le désir de grossesse,
la recommandation est assez simple, c'est de postposer de 2 mois après la vaccination l'arrêt de la contraception. C'est une sécurité, il n'y a aucun argument de risque particulier, mais on a évidemment encore pour le moment des données relativement limitées sur la grossesse. Il n'y a pas de préférence vaccinale à avoir pour les femmes enceintes. Oui, je suis en fait tout à fait à la fin. Alors, est-ce qu'il faut rester en quarantaine quand on est vacciné et qu'on est au contact de quelqu'un de positif? Oui. Donc, c'est évidemment une des grandes questions qui est l'impact de la vaccination sur la contagiosité. Donc, les données commencent à sortir et sont très encourageantes, mais elles ne montrent pas une protection à 100%. Et donc, dans le contexte actuel, où le virus circule encore beaucoup, et pour le moment, vous savez qu'il circule vraiment beaucoup, le fait d'être vacciné ne vous empêche pas à 100% d'être contaminant pour un tiers. Donc, des études qu'on a, il semble que les vaccins réduisent de manière drastique, 2/3 en tout cas, le nombre de personnes qui vont excréter du virus malgré le vaccin. Et cette excrétion est en quantité et en durée réduite. Mais on n'a pas encore suffisamment de données chiffrées que pour pouvoir prendre une position carrée sur le fait de considérer que toutes les mesures de prévention peuvent être abandonnées. Il y a très peu de gens vaccinés encore, hein, on est à 10% de la population en Belgique aujourd'hui, et donc la protection est légitime. Alors, les immunodéprimés peuvent avoir un vaccin AstraZeneca comme un vaccin mRNA. Ce n'est que les patients qui sont traités avec des traitements comportant des adénovirus qui doivent alors être traités vaccinés au vaccin au mRNA. Faut-il dépister un patient présentant des signes Covid mais ayant déjà reçu une vaccination? Oui, il peut être positif et il peut être contaminant. J'ai répondu à la question sur les femmes enceintes. Je n'ai pas de procédure pour ressusciter les patients décédés invités à se faire vacciner. Je sais que ça existe, le système du registre national est parfois surprenant. Alors, beaucoup de questions de patients. J'ai répondu à la question d'une seule dose. Je ne crois pas qu'on donne une seule dose en France. Je pense qu'on recule, on retarde de plusieurs semaines à mois la deuxième dose. Personne, je pense, aujourd'hui n'a sauté le pas d'oser dire qu'on ne donnerait qu'une seule dose. Il n'y a aucune étude clinique qui nous permet de savoir quelle est la qualité de la protection et surtout quelle est la durée de la protection de quelqu'un qui aurait une demi-vaccination. Voilà, alors j'ai répondu aux questions des personnes âgées qui attendent leur courrier. Est-ce que ce que j'ai dit vaut pour Bruxelles-Capitale? Dans les très grandes lignes, certainement. L'organisation est un tout petit peu différente, mais pas le système de convocation est le même. C'est un logiciel unique pour toute la Belgique, c'est le même. Donc, on n'a pas de... OK, est-ce qu'il faut faire appel à l'armée? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, notre facteur limitant, c'est le nombre de vaccins, hein, ce n'est pas le nombre de vaccinateurs. Indication des anticoagulants pour la vaccination AstraZeneca, a priori non. Le risque de saignement lié à l'anticoagulation est, même s'il est rarissime avec l'Azaflo, plus fréquent
que tout ce qu'on a comme fréquence hypothétique de thrombose sur AstraZeneca. Comment expliquer la troisième vague? Alors, espérons qu'on n'est pas dans une troisième vague, bien que tout le monde, y compris moi, croit qu'on est au début de cette vague et que si on ne se bouge pas, on va se retrouver de nouveau dans les grandes difficultés. Alors, je ne suis pas sûr que les mesures de prévention soient globalement respectées. On a plusieurs indicateurs qui montrent que c'est quand même de plus en plus difficile pour la population. Il y a un sentiment de saturation. Voilà, tout ça sont de bons arguments, évidemment, pour accélérer au maximum la campagne de vaccination partout où c'est possible. On pense malgré tout qu'il y a une accélération liée à la prédominance du variant anglais. Donc, vous savez que la contagiosité est quand même significativement plus élevée. Et donc, il n'arrête pas de croître en proportion dans la population belge. Et donc, ceci pourrait expliquer qu'on arrive au moment où il émerge en volume. Voilà. Comment réactiver son code par le call center? Alors, les tranches d'âge qui est actuellement en réanimation, donc on a fait le point tantôt, c'est essentiellement 55-75, donc les personnes les plus âgées qui ont déjà bénéficié de la vaccination, les maisons de repos ne s'y retrouvent plus. J'ai répondu aux patients qui ne peuvent pas se déplacer. Alors, je prends note des plaintes sur le call center. J'ai avec moi mon collègue qui est notre correspondant. Le call center augmente son nombre de recrutés pour diminuer le temps d'attente. Et suivant les jours, donc ce qu'il faut faire, c'est appeler fin de journée. Tout le monde appelle le matin et en fin d'après-midi, il y a énormément de place et très peu de temps d'attente. Donc ça, c'est un petit truc que vous pouvez faire circuler. Donc j'ai répondu au fait que vous pourrez débloquer les codes de vos patients. Quand commence-t-on avec Janssen Pharmaceutica? J'ai répondu. Peut-on vacciner un contact à faible risque? Oui, mais s'il est en quarantaine, alors c'est qu'il est à haut risque, alors il ne peut pas se rendre dans le centre de vaccination, je vous le rappelle. Quel est le risque à vacciner quelqu'un qui est Covid plus méconnu? Rien. Ça se passe très probablement tout le temps. La seule chose est que la personne va être malade et elle va croire que c'est le vaccin qui l'a rendue malade, alors qu'en fait, elle est malade de la Covid. Mais il ne va rien se passer de mauvais pour elle dans le fait d'être vaccinée. Alors, j'ai répondu aux patients plus jeunes à haut risque. Vous pourrez, donc normalement, s'ils sont dans les systèmes, ils vont être convoqués de manière prioritaire. Sinon, vous pourrez les rentrer dans le système à partir du mois d'avril. Je vous rappelle, à condition que vous fassiez l'update, la mise à jour de votre système, de votre dossier médical informatisé quand il va vous arriver en principe la semaine prochaine. Donc, j'ai répondu au centre itinérant. Le transport, je ne pense pas qu'il faille effectivement transporter en ambulance des personnes pour aller se faire vacciner. Ça, pour moi, ça représente les patients qui sont des indications de vaccination à domicile. Idem pour
Peuvent-ils aider? Les retraités peuvent aider et ils seront couverts par l'assurance responsabilité professionnelle du centre. C'est le centre qui doit vous enrôler dans la protection, puisque c'est eux qui vous engagent. J'ai répondu que Janssen Pharmaceutica sera présent un peu après le 15 avril. Ça, j'ai répondu. Tout ça, on a répondu. Je pense qu'on a répondu. C'est la deuxième dose chez les personnes déjà vaccinées. Voilà, je pense qu'on a fait une bonne partie, en tout cas, de vos questions. On va arrêter ici. On est presque à 1h30. Je ne sais pas si vous êtes encore très nombreux de l'autre côté de l'écran. Moi, je ne vois pas ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. On refera évidemment en fonction de l'évolution de la campagne de vaccination, des événements comme celui-ci. Vous savez qu'on est d'une part très reconnaissant de votre implication. On sait que les médecins sont très présents dans la campagne et on en est reconnaissant. Je crois que comme nous, vous êtes probablement convaincus que c'est notre arme ultime pour en sortir et qu'on va en sortir grâce à la vaccination et que donc tous ces efforts valent la peine. Voilà, il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne après-midi, vous remercier d'avoir été là et de vous faire partager ma conviction que malgré toutes les difficultés, nous allons y arriver. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.